Salut à tous, avant de lancer ce podcast, je voulais juste vous dire que c'était mon tout premier podcast et je n'étais pas encore très habitué à cet exercice. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jérôme Kerviel et pour vous donner un peu plus de contexte, on a organisé un événement à Schema, un challenge de trading d'1 mois où on a coaché des étudiants. Ce challenge s'est terminé par une remise des prix et Jérôme Kerviel a pris le temps de nous faire une petite intervention et de participer à ce podcast. Je sais que les questions sont un peu plus basiques, mais c'est un premier pas et croyez-moi, il y a beaucoup plus de podcasts à venir sur cette chaîne. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et c'est parti, bon visionnage. Let the feelings take control. Let the feelings take control. Bonjour Kerviel. Bonjour. Merci d'être venu ce soir pour présenter et faire la clôture du Trading Contest organisé avec Schema Finance et le Trading Français. Avant de commencer, je voulais faire un petit podcast et te poser 3 questions avec un truc surprise à la fin. Ton histoire est souvent résumée à l'affaire Kerviel, mais tu peux nous raconter avec tes propres mots comment tout a commencé et comment tu en es arrivé là. Déjà, là-bas, c'est un concours de circonstances, parce que je n'avais absolument pas l'idée, en sortant de l'école, d'un jour devenir trader. Il se trouve que fin des années 90, début des années 2000, quand je finis mes études, j'ai un diplôme qui ne me prédestine pas à devenir trader un jour. Je rentre d'abord au middle office, et à force de travail et d'acharnement, et de concours de circonstances aussi, en fait, le volume de l'activité explosant, un jour, on m'a fait cette proposition alors que j'étais assistant trader, de passer au trading en tant que trader junior. Et évidemment, c'est quelque chose qui ne se refuse pas à ce moment-là. Et donc, avec beaucoup d'inquiétude aussi, parce que est-ce que je vais être capable de gérer ce stress, capable d'être assez efficace pour atteindre les objectifs de PNL qui m'étaient alloués, d'être à la hauteur de la tâche qui m'incombait. Et au début, ça a été un long processus pour me détacher de certaines choses avec le mentor qui était le mien à l'époque en salle des marchés. Et puis après, la course après le PNL, atteindre des objectifs qui grossissaient chaque année, qu'on dépassait chaque année aussi. Et finalement, cet engrenage qui s'est mis en place en salle des marchés, sur mon activité, avec des positions qui sont devenues de plus en plus importantes, des résultats qui sont de plus en plus importants, et puis cette addiction, parce que c'est vraiment une addiction aussi qui se met en place à ce moment-là, addiction au risque, addiction à l'adrénaline, addiction au dépassement de soi. Et puis, un concours de circonstances début 2008 fait que l'affaire éclate et j'apprends complètement par hasard, sans m'y attendre, mais vraiment à aucun moment je m'attendais à ce qu'il allait me tomber dessus, l'éclatement de l'affaire le 24 janvier 2008, où je vois ma tête dans les médias et je suis accusé d'avoir fait une perte de 5 milliards d'euros pour qu'on a Société Générale. Et du coup, c'est ce moment où ma vie a complètement basculé à ce moment-là et où j'ai dû effectivement me réinventer. Et me mettre dans une dynamique de combat dont j'espérais au départ qu'elle irait assez rapidement et qui finalement dure depuis 17 ans. Ouais, c'est énorme. Et du coup, le film L'Outsider, ça représente vraiment correctement... Sur les parties techniques, le film L'Outsider et sur la chronologie, elle est à peu près cohérente avec la réalité. Il y a eu quelques personnages qui ont été regroupés pour pouvoir... ne pas multiplier les personnages et les intervenants dans le film, mais sur le déroulé, globalement, c'est à peu près correct, oui. Ok. Et dans tout ça, du coup, il y a vraiment un impact au niveau de tes proches. Pendant ton ascension, je veux dire, pendant ton ascension où ils voient que tu commences à décrocher, ils voient que tu commences à changer ton comportement, il y a des... Là, concrètement, effectivement, dans cette phase-là, quand j'y suis, je me rends pas compte, mais c'est en faisant le post-mortem de l'histoire, en prenant le temps de réfléchir à tout ça, de faire son autocritique aussi. Effectivement, je me suis rendu compte que j'étais complètement absorbé par cette activité, par ce métier qui était le mien,
J'étais passionné par ce que je faisais. J'arrivais à 6h le matin, je partais rarement avant minuit, 1h tous les jours. Je faisais la fin de l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Ok. Complètement shooté à ça. Et effectivement, dans cette phase, ça a été une des erreurs et c'est un des enseignements que j'ai pris dans cette histoire. C'est que j'ai mis de côté mes amis et ma famille à ce moment-là parce que j'étais complètement absorbé par mon métier. Et ça, c'était une de mes grosses erreurs à l'époque, effectivement, de ne plus avoir ce recul nécessaire et cette bouffée d'oxygène extérieur à une salle des marchés. Et du coup, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, quand l'affaire éclate et que tu prends conscience, est-ce que t'en veux pas un peu aux personnes qui t'entourent de pas t'avoir arrêté? Non, parce que j'estime que même si je fais partie du système, j'ai chacun son libre arbitre, donc je prends ma responsabilité. Ce qui m'a le plus déçu, c'est de voir que ce soit mes anciens collègues ou ma direction n'ait pas pris l'heure. Ça m'a vraiment évidemment beaucoup perturbé pendant pas mal de temps. Et après, chacun a sa responsabilité, déjà une responsabilité morale sur ce qui se passe. Et après, sur le plan pénal, c'est autre chose. C'est un combat qui dure depuis 17 ans et qui dure encore aujourd'hui. Mais oui, effectivement, il y a le premier réflexe dans ces cas-là, c'est de se victimiser d'une certaine façon sans vouloir regarder sa responsabilité. Et ça, c'était un processus que j'ai dû entamer aussi à un moment donné dans ces 17 dernières années. C'est de faire sa propre autocritique, que tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc non plus. Ok. Après tout ce que tu as vécu, le procès, l'acharnement médiatique, quel regard maintenant tu portes sur la finance et le système bancaire, et penses-tu qu'il a vraiment changé après 2008? Je pense qu'il n'a absolument pas changé depuis 2008. Les techniques ont changé. Moi, j'ai encore beaucoup de contacts avec certains traders, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai pas un regard critique, c'est des métiers qui sont des métiers qui ont été mon métier à une époque, qui ont été une passion, qui est toujours une passion d'ailleurs. Je continue à regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe sur les marchés financiers, sur l'économie, la finance, les marchés financiers. Après, c'est la mentalité qui accourt dans certaines salles des marchés, qui est néfaste sur ces activités-là. Le business model qui sont construits autour des activités de trading, ce qui était le cas à mon époque à la Société Générale, où le business model de la banque était vraiment orienté sur la salle des marchés pour qu'ils puissent garder leur indépendance. Et donc, du coup, ça a donné lieu à une permissivité pour les traders qui était assez conséquente. Et finalement, un no man's land qui était la salle des marchés où les traders faisaient exactement tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Donc, on a vu des films comme Le Loup de Wall Street. Je pense que c'était un peu le cas dans la salle de marché. C'est la démesure, quoi. C'est surtout sur l'aspect psychologique, perte de repères, de perdre pied dans son activité parce que ça marche, parce qu'on est encouragé, parce que c'est un environnement clos, une salle des marchés, donc du coup forcément on n'a plus le recul nécessaire à ces moments-là parce qu'on est aspiré. Maintenant, il y a beaucoup de fantasmes aussi dans tous ces films autour de la finance, que ce soit sur les à côté de ces activités. Je pense évidemment à tout ce qui est drogue et compagnie. Il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus et c'est ce qu'on retient souvent de la finance et de ce milieu-là. Pour autant, ce sont des métiers qui sont vraiment des métiers passionnants. C'est métier passion, je pense, parce que tu peux pas rester 15 heures devant un écran sans être passionné. Ce sont des métiers passion et des métiers passionnants. Et voilà, après, ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Et surtout, en fait, quelque chose qui est très, très important, c'est de rester fidèle à soi-même, de ne pas s'écarter de ses valeurs en fait, qu'on avait initialement. Et l'une des erreurs qui ont été les miennes, c'est justement de m'être laissé aspirer par cet engouement dans ce vase clos qu'est la salle des marchés, et de me laisser aspirer par ça, et de perdre mes repères, de perdre mes valeurs aussi. Donc l'éclatement de l'affaire le 24 janvier 2008 m'a brutalement, certes, mais m'a ramené à la réalité. Okay. Et nous, justement, dans la structure, le trading français, donc on apprend aux étudiants à investir, à trader, donc day trading, swing, scalping, pour certains qui arrivent et qui ont du temps. On a vraiment un point d'honneur sur la neuroscience, sur la prise de décision, se connaître, la nutrition, justement. Il y a Florence ici présente qui est nutritionniste, et on a vraiment une pédagogie d'accompagnement, de prendre conscience aussi qu'il y a des risques.
Et justement, s'il y avait eu ces personnes-là, est-ce que tu penses que d'une certaine manière, ça t'aurait évité Je pense qu'il y a deux choses. Alors, dans ce que vous avez mis en place dans votre formation, c'est très important, qui n'existait pas à l'époque, c'est l'aspect psychologique de la chose. Et ça, c'est un des points centrales de ce genre de métier, parce que ce n'est quasiment que de la psychologie, finalement. La psychologie du marché, la psychologie de la personne qui fait du trading. Donc évidemment, c'est fondamental, et je pense que c'est effectivement très très important de mettre ces formations à disposition des étudiants aujourd'hui en finance. Après, il y a aussi quelque chose qui est important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans une salle des marchés, on a des objectifs financiers à atteindre avec une pression qui est très présente. Et surtout, en fait, se dire que si une année vous ne faites pas l'objectif, l'année prochaine, vous n'êtes plus là. Donc il y a cette pression-là qui existe aussi, et cette pression-là peut, malgré les pare-feux qui peuvent être mis en place en termes de formation, peuvent rapidement voler en éclats si le management n'en prend pas conscience, et si effectivement la rentabilité à court terme est plus importante que le reste. Je pense que dans le business model, et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est la commission bancaire dans le cadre de mon histoire, que le business model de la banque a privilégié la rentabilité à court terme avec une pression sur les traders qui était juste monumentale, ce qui poussait forcément à avoir des comportements déviants par la suite. Ouais. Ah, mais c'est clair. Mais justement, c'est très drôle parce que du coup, il y a Idriss qui était là justement pendant le Trading Contest, et le premier jour qu'on a commencé l'accompagnement, on a direct commencé par la neuroscience et remettre les perspectives de le trading, c'est la prise de décision, c'est de la psychologie. Vous pouvez faire des conneries, vous pouvez tout perdre. Il y a vraiment une addiction derrière si vous gérez mal vos émotions. Et on les a beaucoup refroidis parce que il y a le fléau, que tu vois, je pense, sur les réseaux, que le trading c'est facile. Et justement, qu'est-ce que toi tu portes comme regard sur... Le trading, c'est tout sauf facile, et puis surtout, il y a toujours une part d'aléatoire dans l'histoire. Il y a aussi l'importance du cash management qui est très très important. Il y a des choses que vous pouvez avoir le meilleur modèle qui fonctionne 90% du temps. Il y a toujours quelque chose que vous ne pourrez jamais envisager, c'est deux avions qui vont faire un bisou à une tour, par exemple. Voilà, ce genre de choses, éléments exogènes qui viennent bousculer la stratégie, fût-elle aussi bonne qu'elle puisse l'être. C'est des choses sur lesquelles j'ai vu des gens perdre énormément d'argent, j'ai vu des gens en gagner aussi énormément. Et surtout se dire qu'il n'y a pas de martingale, ça n'existe pas. Moi, dans la salle des marchés, j'avais des esprits, et ça c'était aussi quelque chose qui était vraiment fascinant, c'était que j'avais autour de moi des esprits qui étaient vraiment brillants, avec des profils d'ingénieurs de centrales de Polytechnique qui étaient des monstres en termes de maths et en termes de stratégie. Tous, je dis bien tous, à un moment donné ou à un autre, se sont pris des tôles. Et voilà, donc se dire que le marché a raison, ça arrivera toujours à quelqu'un, et c'est comment on réagit à ça en fait qui est le plus important après. Okay. Et justement, quel conseil tu donnerais à des étudiants qui veulent se lancer justement sur les marchés? D'être prudent, toujours prudent, et surtout se dire que c'est pas parce que ça marche bien au début que ça marchera toujours. Et le gros biais qu'il peut y avoir dans ces cas-là, c'est la prise de confiance quand ça commence à bien marcher au départ, et de dire ok, c'est là qu'on va mettre le plus du fric en position. Et c'est souvent, et dans 90% des cas, c'est dans ces moments-là qu'on se prend la plus grosse tôle. Ouais. Et qu'on ne sait pas comment y réagir du coup. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.